Bien, bonjour et bienvenue à tous. La semaine dernière, notre entreprise de résurrection de Confucius passait par le récit de sa naissance qui ouvre le chapitre 47 du Shiji, traduit en français sous le titre de Mémoires historiques par Édouard Chavannes. Alors, ce chapitre était, comme vous vous en souvenez peut-être, intitulé de manière significative Krongzi Shijia. C'est ce que vous avez en bas de la diapositive, c'est-à-dire ce chapitre se trouve dans la section des maisons héréditaires. Donc il s'agit de la maison héréditaire de Maître Krong et non pas, comme on aurait pu s'y attendre, dans la section dédiée au Liezhuan. C'est le mot que vous avez à côté, donc qui représente des biographies de personnages individuels. Donc, on trouve dans ce chapitre le premier récit continu de la vie de Confucius, qui a donc formé la base d'une sorte de vulgate véhiculée depuis lors à travers les siècles. Alors, ce récit, nous l'avons vu, plutôt que d'une biographie, a tout l'air d'une hagiographie, c'est-à-dire, dans le vocabulaire théologique qui nous est plus familier, c'est-à-dire la vie d'un saint. Et ce récit commence de fait par une naissance qui sort résolument de l'ordinaire, puisque nous avons vu que c'est d'une union sauvage, yere, ou si on emploie ye dans le sens d'un lieu sauvage, c'est-à-dire non civilisé, non domestiqué, ça peut être en dehors d'une agglomération, en dehors d'un endroit habité. Alors, on a vu que l'exégèse canonique lui donne un sens évidemment beaucoup moins scabreux, en supposant que cette union sauvage désigne en fait l'union d'un père déjà âgé avec une très jeune fille, donc à peine pubère probablement. Donc, c'est de cette union sauvage et à la suite de prières, donc au mont Ni, c'est donc ce que vous avez à l'avant-dernière ligne de la diapositive, que naît le petit Confucius, qui est à sa naissance porteur de signes physiques, c'est-à-dire donc d'une protubérance sur le crâne, qui justement lui donne à la fois son nom personnel, Qiu, et c'est ce que vous avez ici, donc son Ming, nom personnel, et son appellation, c'est-à-dire Zhongni, du nom justement de ce mont ou de cette colline. Alors, ce signe physique le marque véritablement comme un être, on pourrait dire, surhumain ou supra-humain, comme on dit en anglais, un Superman en quelque sorte, à l'image des sages rois mythiques, héros civilisateurs donc de la haute antiquité chinoise, tels que Fuxi, donc, qui est censé avoir enseigné aux humains l'art de domestiquer leur environnement. C'est aussi lui qui est censé avoir transmis
aux humains donc l'écriture, et plus particulièrement donc on lui attribue également l'invention de ce que vous voyez ici sur l'illustration. C'est une illustration d'ailleurs que l'on trouve dans un volume en français et qui date justement de cette fameuse époque des jésuites, 17e, 18e siècle. Et vous voyez sur l'illustration donc cette espèce de tableau avec donc ce qu'on appelle les trigrammes, les 8 trigrammes de base du livre des mutations, ce qu'on appelle en chinois le Yi Jing. Je rappelle à ce propos que notre séminaire qui a lieu cet après-midi sur le site Cardinal Lemoine, donc au 52 rue du Cardinal Lemoine, notre séminaire qui se tient de 3h à 6h de l'après-midi est consacré donc aux commentaires justement sur ce livre des mutations. Alors, vous voyez donc ce fushi où l'on remarque justement ces espèces de protubérances sur le... Il en a deux, de la même manière que Shen Nong, le divin fermier, qui a enseigné aux humains l'art de cultiver la terre, dont nous avons vu le portrait la dernière fois, et qui, lui, porte également ces marques. Alors, à ma grande surprise, j'ai retrouvé ça sur les murs de Paris, mais là, en fait, on s'aperçoit que ce sont les oreilles d'un chat. Donc, alors là, je ne sais pas s'il y a un jeu de mots implicite sur Mao, et Mao qui veut dire chat en chinois, mais ce n'est pas le même ton. Donc, certains récits apocryphes vont encore plus loin dans le merveilleux en assimilant la naissance de Maître Krong, donc de notre Confucius, à celle de sages rois mythiques qui sont censés être nés d'une jeune vierge qui aurait été Kan, c'est le deuxième mot que vous avez sur la diapositive, c'est-à-dire ému au sens premier de mise en mouvement ou remuée en quelque sorte. Donc une jeune vierge qui aurait été émue par un dieu céleste descendu sur terre sous diverses formes possibles, mais le plus souvent sous la forme d'un oiseau noir, qui peut être type corbeau ou hirondelle, enfin un oiseau noir. Alors, comme nous le remarquions la dernière fois, de là à y voir un parallèle possible avec l'Immaculée Conception de Jésus, il n'y a qu'un pas. Alors là, vous avez un récit qui n'est évidemment pas une exclusivité chinoise, mais que l'on retrouve dans d'autres civilisations. Alors, à noter aussi que cette notion de Kan, alors cette notion de Kan, cette histoire de jeune vierge qui a été émue par un dieu descendu du ciel, évidemment fait écho à cette histoire de Yere dont je rappelais donc la mention à l'instant, cette espèce d'union sauvage, c'est-à-dire un petit peu en dehors de la norme humaine. Alors, cette notion de Kan a été appelée à une très grande fortune, notamment donc sous les Han, où elle est tout à fait centrale, très souvent donc associée donc au mot yin, c'est-à-dire donc vous avez cette notion de kan yin qui est tout à fait centrale dans la cosmologie des Han et qui désigne donc un phénomène de correspondance
ou de mise en phase, si vous voulez, ou de résonance par justement can, c'est-à-dire par mise en mouvement ou ébranlement mutuel. Donc vous avez cette notion de correspondance ou de mise en résonance qui, pour citer Baudelaire, donc, fait que les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il s'agit d'un phénomène sur lequel nous aurons sans doute l'occasion de revenir, mais cela tisse en fait des réseaux justement de correspondance ou de résonance qui donnent une sorte de cohérence interne à la fois donc au cosmos, donc c'est pour cette raison que j'ai parlé de cosmologie, mais également donc à l'intérieur du monde humain, mais aussi justement entre le monde cosmique, le monde naturel et le monde humain. C'est ainsi que sous les Han, on met systématiquement donc en correspondance par exemple de ce qu'on appelle les 5 éléments, par exemple les 5 phases, comme la terre, le bois, l'eau, etc., avec des séries de couleurs, de saveurs, de tonalités musicales, etc., etc. Alors, toujours est-il que d'entrée de jeu, dans le titre de ce chapitre 47, donc Maison héréditaire de Maître Krong, et dès donc le début de ce récit, c'est-à-dire le récit de la naissance, ce chapitre 47 place Maître Krong non seulement dans une lignée royale, mais aussi dans la continuité des sages rois civilisateurs de la haute antiquité. Et c'est au demeurant sous les Han que s'est développée et diffusée l'image de Maître Krong comme un Suwang, c'est le mot composé que vous avez en troisième position, donc sur la diapositive. J'ai un peu peur d'agiter cette flèche parce que oui. Alors donc le Suwang, c'est littéralement donc un roi sans royaume, c'est-à-dire un roi qui est dépourvu des attributs habituels de la royauté. Alors nous y verrions peut-être le sceptre ou la couronne, mais dans la Chine ancienne, ça peut être justement comment dire, un morceau de jade ou quelque chose de cet ordre-là. Autrement dit, comme on dirait maintenant, un roi normal. Alors, donc, si vous prenez oui, comment dire, cette expression devenue évidemment très médiatisée, j'y pense parce que notre président de la République est venu à cette même place il y a quelques jours nous parler ici au Collège de France. Donc, plus étymologiquement parlant, donc, si vous prenez ce mot su, le premier donc de ce composé, vous constatez, décidément, vous constatez donc dans la partie inférieure du caractère le radical de la soie, puisque su désigne justement la soie qui n'a pas été teinte. Autrement dit, c'est un petit peu comme de la soie grège ou de la toile écrue, comme on pourrait dire, c'est-à-dire donc qui n'a pas été travaillé. Donc le Suwang, c'est au fond un roi qui à la fois
ne porte pas justement de soie travaillée, de soie teinte, hein, et qui est donc en quelque sorte justement dépourvu de tous les signes extérieurs justement du prestige de la royauté. Ce sou, comment dire, on le trouve maintenant dans des composés en chinois moderne comme pu su par exemple, pu étant le bois non travaillé et su la soie non teinte ou non travaillée, et pu su est un composé qui veut dire très ordinairement quelqu'un justement de simple et sans apparat. Alors, en d'autres termes, le Su Wang, c'est un roi dont on ne peut pas voir à l'extérieur qu'il est roi. Alors, cette idée de Confucius comme roi en quelque sorte interne, à l'état, on pourrait dire, potentiel ou virtuel, a été développée non pas dans les entretiens, dans le Luan où on ne trouve absolument pas ce terme, mais dans une autre source textuelle canonisée dès les Han, c'est-à-dire dès le 1er siècle avant l'ère chrétienne, ce qui, je le rappelle, n'est pas le cas du Luan. Le Luan a été canonisé assez tardivement. Alors, cette autre source textuelle, c'est le Chunqiu. C'est donc ce que vous avez en 4e position sur la diapositive, c'est-à-dire donc les annales des Chun, des printemps, et des Qiu, c'est-à-dire des automnes. Alors, Chunqiu, printemps et automne, désigne par synecdoque donc l'année dans son entier. Nous avons deux saisons qui représentent le tout de l'année. Ce sont donc des annales du pays natal de Confucius, qui est ce pays de l'eau, dont je rappelle donc le caractère en 5e position sur la diapositive. Et ces annales couvrent les règnes de 12 princes du pays de l'eau, et cette période, c'est la période justement dite des printemps et automnes, c'est-à-dire dans nos repères les années 722 à 481 avant l'ère chrétienne. Alors, du fait qu'il s'agit d'annales du pays natal de Confucius, et du fait qu'elle couvre une période au cours de laquelle il a vécu, je rappelle donc les dates traditionnellement assignées à Confucius, donc 551 à 479 avant l'ère chrétienne. Donc de ce double fait, la tradition donc a attribué la rédaction de ces annales donc à Confucius. Mais l'érudition ultérieure donc a conclu à l'idée justement que il est vraiment très peu probable qu'on puisse attribuer donc la compilation de ces annales donc à Confucius lui-même. Alors, c'est l'une des principales traditions de commentaires, des traditions exégétiques sur ces annales des printemps et automnes, sur ce Chunqiu, une des principales traditions exégétiques sous les Han qu'on appelle la tradition Gongyang. Ça, c'est l'avant-dernier mot que vous avez donc sur la diapositive. La tradition Gongyang qui développe l'idée selon laquelle Maître Kong aurait rédigé donc ces annales, le Chunqiu, dans une sorte de langage crypté.
Alors, si vous prenez ces annales, vous avez quelque chose de tout à fait compréhensible, même si c'est en général extrêmement succinct comme formulation. Vous avez d'abord donc un repère temporel. Vous avez d'abord le nom du prince de Lô en question. Par exemple, je prends une entrée type de ces annales. Vous avez d'abord le nom du prince, par exemple, duc, enfin le prince qu'on appelle duc d'ailleurs, Yin ou Ai ou n'importe qui. Bon, ensuite, vous avez l'année de règne, par exemple, deuxième année ou cinquième année de règne. Ensuite, vous avez la saison en général, donc ça peut être donc hiver, printemps, été, automne. Ensuite, vous pouvez avoir quelquefois l'indication du jour, et même quelquefois en fait du moment dans la journée. Autrement dit, là vous avez un repère temporel extrêmement précis. Je crois vous avoir déjà fait la réflexion justement que les Chinois sont vraiment des obsédés du temps, du repère historique. Et alors, à la suite de toutes ces indications temporelles, vous avez donc une annotation d'événements. Par exemple, le duc de Lô a rencontré tel autre souverain d'un pays voisin pour contracter tel accord, etc., ou tel souverain est parti à la chasse, etc. Donc, et très souvent, donc, la formulation est extrêmement succincte. Ça peut tenir en 3 mots, voire un seul mot. Par exemple, après toutes les indications donc, temporelles dont je viens de vous faire mention, donc, vous pouvez avoir un seul mot, c'est-à-dire par exemple attaque de sauterelles qui tient en un seul mot, ou bien tel désastre naturel, etc. Bon. Donc, ces annotations, pour donc, cette tradition de commentaires dite du Gongyang, en fait, constitue un langage crypté, c'est-à-dire, par exemple, le choix de tel mot plutôt que de tel autre, ou la présence ou l'absence d'une certaine formulation qu'on aurait attendue à tel endroit, tout cela est censé revêtir donc une signification, quelque chose qui est lourd de sens, et en particulier donc une signification morale ou une signification politique. Et ce langage crypté est censé avoir servi donc à Confucius donc à porter des jugements de valeur sur les faits et gestes et sur les personnalités morales des grands ou des princes de son époque, en particulier les dirigeants du pays de Lô. Et ce faisant, donc, ce langage crypté est censé servir de leçon pour les souverains à venir. Et sous-entendu, puisque le Gongyang donc date du début des Han, sous-entendu, il s'agit donc de leçons cryptées pour les empereurs de la dynastie régnante des Han. Alors, pour vous donner un exemple, la toute dernière rubrique, la toute dernière entrée du Chuanqiu, donc de ces annales des printemps et automnes, est datée donc de la 14e année du règne du duc Ai de Lô, c'est-à-dire donc qui correspond à l'année 481 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire vraiment nous sommes à la toute fin de ces annales.
Alors, que vous dit donc cette rubrique? Là, comme vous voyez, ça tient en 5 caractères que vous avez donc en bas de votre diapositive. Donc, chun, là c'est l'indication temporelle. Auparavant, vous avez donc le nom du duc en question. Il s'agit donc du duc Ai. On vous a dit c'est à la 14e année et on vous dit donc c'est au printemps. Et ensuite, le fait rapporté tient en 4 caractères, donc Xi Shou Huo Lin, c'est-à-dire donc à l'ouest, au cours d'un shou, c'est-à-dire au cours d'une chasse, fut capturé, donc Huo, un lin. Donc là, vous avez ce caractère extrêmement complexe, mais le radical ou la clé que vous avez sur la partie gauche du caractère vous indique qu'il s'agit d'un cervidé. Bon, alors, il s'agit donc d'une espèce de cerf ou de daim, mais en fait, il s'agit d'un animal fantastique que l'on se figure avec une seule corne. Alors là, vous voyez, enfin là, on retrouve encore ces histoires de protubérance, qui la dernière fois justement nous rappelait aussi les cornes de Moïse. Bon, donc là, vous voyez, enfin, vous avez un animal qui a une protubérance unique sur le front, et c'est pour cette raison que dans les traductions conventionnelles dans les langues européennes, on a traduit ce mot lin par unicorn en anglais ou la licorne en français. Alors, cette annotation très brève appelle un très long commentaire donc, du Gongyang, qui, dans toutes les traditions exégétiques présentes sous les Han, est donc la seule tradition à voir dans ce fait d'une capture d'un lin à l'ouest lors d'une chasse. Le Gongyang est le seul à voir dans cet événement la préfiguration de la mort de Confucius. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que donc, le commentaire du Gongyang, là je ne vous le donne pas en entier, ce serait trop long, mais le Gongyang met en scène Confucius lui-même, Maître Krong, et le fait parler à la première personne et au discours direct, et on voit Confucius donc se lamenter sur le fait que son Tao, sa voix, est terminée, elle est arrivée à sa fin, et il voit lui-même, presque comme un prophète, il voit lui-même arriver sa propre mort. Et de fait, donc, les dates traditionnelles de Confucius le font mourir 2 ans plus tard, en 479. Alors, cette mise en scène par le Gongyang de Confucius, qu'on fait parler à la première personne au discours direct, c'est un procédé donc qu'on retrouve dans le Yu, dans les entretiens. Ça, c'est juste quelque chose que je note en passant et qu'il faut garder en mémoire. Alors, soit dit en passant, ce commentaire Gongyang, que je connais un tout petit peu parce que j'ai transpiré, j'ai sué sang et eau pendant ma thèse doctorale pour l'étudier, donc ce qui a donné cette étude sur le confucianisme Han, donc c'est au fond ma thèse de doctorat qui a été publiée en 1985, ça fait déjà un certain temps donc ce commentaire Gongyang constitue, on le voit, une sorte de traité politique à l'usage des empereurs Han, et joue un peu, et là, pardonnez-moi le parallèle si vous le trouvez un peu forcé, mais je pense qu'il joue un rôle un peu comparable aux productions des think tanks d'aujourd'hui pour nos gouvernants.
Et il est au demeurant tout à fait intéressant d'observer que ce commentaire Gongyang a refait surface dans la modernité chinoise, d'abord donc au XIXe siècle, et notamment donc à la fin du XIXe siècle, dans le cadre d'une volonté de réforme politique. Il a beaucoup servi justement à des lettrés qui ont mené donc la toute première tentative de toute l'histoire chinoise de réformer donc les institutions politiques. En 1898, il y a eu cette tentative avortée, mais c'était déjà donc un premier pas vers la modernisation des institutions politiques chinoises. Et ce commentaire Gongyang fait de nouveau surface aujourd'hui chez certains intellectuels chinois contemporains qui y voient donc une source d'inspiration pour penser rien moins que les problèmes politiques de la Chine actuelle. Donc, ce n'est pas que j'essaye de plaider la cause de ma thèse, dont à l'époque même un membre du jury m'a demandé, enfin, pourquoi est-ce que vous êtes attaché à étudier un sujet aussi ennuyeux? Bon, effectivement, enfin, quand vous lisez ce texte, on ne peut pas dire qu'il soit véritablement au premier abord très excitant. Vous avez un commentaire justement sur des annales qui sont elles-mêmes extrêmement d'une aridité absolue. Bon, et le commentaire lui-même est assez fastidieux parce qu'il prend mot par mot le texte des annales des printemps et automnes et se demande pourquoi, longuement, pourquoi Confucius a choisi ce mot plutôt que tel autre, etc. Et ensuite, vous avez des explications qui n'en finissent plus. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est par masochisme que j'ai choisi ce sujet de thèse, mais toujours est-il que maintenant, j'en vois un tout petit peu l'utilité. Alors, donc, à travers le récit fantastique de la naissance de Maître Krong dans ce chapitre 47 des Mémoires historiques et le récit tout aussi fantastique de la préfiguration de sa mort dans le Gongyang, et là je suis en train de vous parler de deux sources textuelles qui datent toutes les deux du début des Han. Nous voyons donc apparaître en filigrane un Confucius quasi divinisé. J'ai déjà parlé de saint, j'ai même prononcé le mot de prophète. Nous avons donc un Confucius quasi divinisé, mais on y a également insisté beaucoup, divinisé dans un contexte très politique. Alors, si on en croit le chapitre 47 des Mémoires historiques, il y aurait eu, après la mort de Maître Krong, une véritable une transmission continue, sans faille, dans une sorte de continuité sans faille, dans le culte qui lui aurait été rendu d'abord localement sur son lieu d'origine, c'est-à-dire donc au pays de Lu, puis à l'échelle de tout l'Empire avec l'avènement des Han. Alors, ce passage que je ne vais pas vous lire en entier parce que pour ceux d'entre vous qui ne lisent pas le chinois, ça risque d'être un petit peu fastidieux, mais je vais vous le lire en traduction. Ce passage, vous le trouvez donc vers la fin de ce chapitre 47. Alors, ce passage vous dit donc que les princes de Lu, qui ont en fait le titre de duc dans notre système hiérarchique, se transmirent de génération en génération
la coutume d'offrir des sacrifices à Maître Krong à des époques fixes de l'année. Et alors là, dans cette phrase, ce qui m'intéresse, c'est cette formule que vous avez donc tout en haut de la diapositive, c'est-à-dire l'eau, shi shi xiangchuan, c'est-à-dire donc l'eau, c'est-à-dire le pays de l'eau ou les princes de l'eau, shi shi, c'est-à-dire d'une génération à la génération suivante, vous avez cette répétition, et vous avez donc ce mot shi que vous trouvez donc également dans le titre du chapitre 47, qui est donc le Krongzi Shi Jia, c'est-à-dire donc la maison qui se transmet de génération en génération, la maison héréditaire de Maître Krong. Donc, les princes de l'eau se transmirent de génération en génération. Le xiangchuan, c'est le verbe qui intervient à la fin, c'est-à-dire donc littéralement, ils se chuan, ils se transmettent, xiang, c'est-à-dire comment dire mutuellement. Donc là, vous avez une formule qui vous évoque justement une transmission continue. Et là, comment dire, on retrouve justement cette problématique de la continuité dont nous parlions déjà l'année dernière. Actuellement, dans justement ce retour massif de Confucius qu'on observe en Chine populaire, en Chine continentale, vous avez cette obsession justement de la continuité. Alors, il est évident qu'il s'agit d'une continuité reconstruite ou réinventée a posteriori. Cette idée que, par exemple, si vous vous rendez à Chufo, c'est-à-dire donc le lieu natal de Confucius, vous êtes censé donc rencontrer donc des descendants en ligne directe de Confucius. Alors, je me permets, avec tout le respect que j'ai pour eux, donc de douter justement de cette continuité, étant donné que au début des Han, pourquoi est-ce qu'on insiste tellement justement sur cette continuité? C'est parce qu'en réalité, elle était extrêmement problématique. Je dis toujours, quand un discours officiel insiste lourdement sur un thème ou sur un slogan, l'historien doit toujours se méfier, c'est-à-dire se dire si on insiste tellement là-dessus, c'est parce qu'il s'agit d'une construction et que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc là, en fait, ce qui est tout à fait intéressant de remarquer, c'est que sous les Han, au début des Han, on insiste lourdement sur cette continuité parce que probablement elle pose problème. Donc, on pourrait dire que déjà, sous les Han, la généalogie, la descendance directe, en ligne directe de Confucius était déjà problématique. Alors, donc, ces princes de l'eau sont censés s'être transmis de génération en génération cette coutume d'offrir des sacrifices à Maître Krong. D'autre part, et je continue donc la traduction donc de ce passage, les lettrés aussi, et on les appelle donc les Zhou, c'est comme ça qu'on désigne donc les Confucéens à l'heure actuelle. Les lettrés aussi s'exercèrent à pratiquer les rites tels que le banquet de district et le grand tir à l'arc auprès de la tombe de Maître Krong. Là, ce sont donc des pratiques rituelles, donc des banquets où on réunissait notamment donc les anciens et des joutes de tir à l'arc, mais qui n'ont absolument rien à voir avec les tournois olympiques. Ce sont donc des pratiques de tir à l'arc rituelles. Donc, tout cela est censé s'être pratiqué donc, dans la continuité auprès de la tombe de Confucius. Alors, on vous dit que cette tombe mesure un qing, alors il faut comprendre sans doute qu'elle était d'une taille assez considérable, et la salle dans laquelle
étaient demeurés autrefois les disciples de Confucius, a été transformé en un temple funéraire par les générations suivantes qui y ont déposé donc les objets personnels qui auraient appartenu donc à Maître Krong lui-même, c'est-à-dire donc ses vêtements, sa coiffe de cérémonie, son luth, c'est-à-dire son qin. Nous avons vu donc lors d'un cours précédent donc Confucius était connu pour être un grand amateur de musique, mais dans un cadre lui aussi rituel, son char et ses écrits. Donc là, on voit que Confucius était un homme tout à fait accompli, qui savait aussi bien conduire un char que participer au rite et jouer de la musique. Alors, ces écrits, alors là, évidemment, tous les commentateurs actuels donneraient vraiment très cher pour savoir de quoi il s'agit. Mais nulle part ça n'est spécifié. Alors, tout cela, donc ces objets personnels, se conserva sans interruption pendant plus de 200 ans jusqu'à l'avènement des Han. Alors là, vous avez donc autre formule qui, si vous voulez, insiste encore sur le thème de la continuité, que vous avez en deuxième ligne sur la diapositive, donc 至于汉200余年不绝, c'est-à-dire donc 至于汉, c'est-à-dire jusqu'au Han, 200余年, c'est-à-dire pendant 200 années et un peu plus. 不绝, c'est-à-dire il n'y a pas eu il n'y a pas eu de Dieu, c'est-à-dire de solution de continuité, autrement dit donc de rupture de continuité, sans que cela s'interrompe. Donc là, vous voyez, enfin, en l'espace de quelques phrases, nous avons par deux fois donc des formules qui insistent vraiment très lourdement sur cette continuité qu'il y aurait eu entre finalement la mort de Confucius, donc à la fin du 5e siècle, enfin au début du 5e siècle plus exactement, et donc les Han dont l'avènement est daté donc de 206 avant l'ère chrétienne. Alors ensuite, donc ce passage continue en vous disant que lorsque l'empereur Cao, il s'agit donc de l'empereur fondateur de la dynastie Han, c'est Han Gaozu, qui a régné donc entre 206 et 195 avant l'ère chrétienne. Lorsque cet empereur Cao, fondateur de la dynastie Han, passa donc au pays de Lu, il offrit un sacrifice un sacrifice dénommé Tailao. Le Tailao que vous avez donc en quatrième position sur la diapositive. Il s'agit donc d'un grand sacrifice officiel qui a continué à se pratiquer donc à la cour impériale et on l'appelle donc le grand sacrifice parce qu'on offrait 3 victimes, enfin si vous voulez, des grosses pièces, pas des petites choses comme des poulets ou des choses comme ça, mais des grosses pièces, des gros animaux, c'est-à-dire donc un bœuf, un bélier et un porc. Alors, à ce propos, là, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais qui me paraît tout à fait intéressante. Notre collègue ici au Collège de France qui est spécialiste de la Rome antique et notamment de la religion romaine, le professeur John Scheid, a été donc invité
par un autre collègue directeur d'études à l'EPHE, à l'École pratique des hautes études, Marc Kalinowski, avec qui d'ailleurs je co-dirige cette collection bibliothèque chinoise aux belles lettres. Donc John Scheid, invité par Marc Kalinowski donc à Pékin, a cru avoir une syncope quand il a vu donc dans un temple de Pékin donc la reproduction de ou une sorte de reconstitution de ce Taila, de ce grand sacrifice à si j'ose dire, trois grosses pièces. Parce que, évidemment, ça lui a rappelé ça, c'est-à-dire donc le sacrifice appelé donc dans la Rome antique le Suove Toril. Alors le Suove Toril, vous avez ici un bas-relief qu'on peut voir donc au musée du Louvre. C'est un sacrifice également de la religion officielle romaine qui sacrifie donc, comme vous voyez sur cette illustration, donc le taurus, donc le Suove Toril, en fait, c'est une combinaison du taurus, du ovis, c'est-à-dire donc l'ovin, et donc le sus, c'est-à-dire donc le porcin. Donc notre collègue il a failli tomber par terre, enfin de surprise, parce que bien sûr ça lui évoquait quelque chose d'extrêmement familier. Et là, je pense que, et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire ici, le parallèle entre donc la Chine ancienne et la Rome antique me paraît beaucoup plus, pertinent que l'éternel parallèle qu'on veut établir donc entre la Chine et la Grèce. Là, je pense que nous avons de part et d'autre, entre la Pax Sinica et la Pax Romana, qui sont à peu près concomitantes aux deux extrémités du continent eurasiatique, aux alentours du tournant de l'ère chrétienne. Je pense que là, il y a en fait des parallèles possibles entre justement les questions qui peuvent se poser justement à des empires en construction. Donc, je reviens à mon texte. Donc, oui, ce passage que vous trouvez à la fin du chapitre 47. Donc, lorsque l'empereur Gaozu donc passa au pays de l'eau, il offrit donc ce sacrifice Trailao à la tombe donc de Maître Kron. Et quand les seigneurs, les hauts dignitaires et les conseillers maintenant, c'est-à-dire sous la dynastie Han, arrivent au pays de l'eau, ils commencent toujours par aller rendre visite à la tombe de Maître Kron avant d'aller vaquer donc à leurs affaires gouvernementales. Autrement dit, ce passage, ce culte rendu sur la tombe de Confucius, on voudrait donc nous dire que c'est quelque chose qui s'est pratiqué de manière continue depuis la mort de Confucius jusqu'au Han, c'est-à-dire pendant plusieurs siècles, et que c'est devenu un passage obligé, une pratique obligatoire, non seulement donc pour l'empereur, mais aussi donc pour justement tous ces représentants dans la bureaucratie impériale, c'est-à-dire donc les hauts dignitaires et les ministres. Alors, nous allons terminer aujourd'hui sur l'épilogue que donne Sima Qian, donc l'auteur des Mémoires historiques, à ce chapitre 47. Alors, il y a au début de cet épilogue une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle me paraît dire
dire beaucoup sur le métier d'historien. Alors cette phrase, vous l'avez ici donc au milieu de la diapositive, c'est-à-dire au début donc de la deuxième section, qui vous dit ceci donc 语读孔氏书，想见其为人。C'est-à-dire donc alors l'historien parle donc à la première personne, c'est c'est je, moi, j'ai donc j'ai lu les 孔氏书, c'est-à-dire donc les écrits du sieur Kron. Ici, il ne l'appelle pas maître, il l'appelle 孔氏, c'est-à-dire monsieur. Monsieur, c'est monsieur, monseigneur, du sieur ou du seigneur Kron. Alors là aussi, bien sûr, comme tout à l'heure, effectivement, les commentateurs et les historiens vraiment donneraient pratiquement leur tête à couper pour savoir de quoi il est question ici. Mais là non plus, Sima Qian ne nous spécifie pas en fait de quoi il parle là. Très dommage pour nous. Alors, la deuxième partie de la phrase vous dit et 想见其为人, c'est-à-dire j'ai beaucoup pensé, j'ai eu l'intention de tian, c'est-à-dire de voir. Vous avez dans ce caractère l'élément qui désigne l'œil. J'ai voulu voir pratiquement de mes propres yeux quel qi wei ren, c'est-à-dire ce qu'il était comme homme. C'est-à-dire donc j'ai lu les écrits du sieur Kron et j'ai voulu voir quel homme il était. Et la phrase suivante vous dit donc que effectivement je me suis donc rendu au pays de l'eau, donc j'ai fait le voyage jusqu'à l'eau, j'ai contemplé la salle du temple funéraire de Zhongni. Alors Zhongni, là il l'appelle par son appellation, par son zi, c'est-à-dire il s'agit toujours de Confucius. J'ai vu son char, ses vêtements, ses ustensiles rituels, ce dont il se servait dans les rites, et j'ai vu tous les maîtres qui, aux époques prescrites, s'exerçaient au rite dans sa demeure, et je suis revenu pénétré de respect et me suis attardé sans pouvoir m'éloigner. Donc là, l'historien nous fait part, en épilogue de ce chapitre dédié à Confucius, il nous fait part d'une émotion, d'une expérience vécue. Et c'est ça qui me fait comprendre donc cette première phrase de l'épilogue de cette manière, c'est-à-dire j'ai lu les écrits de Maître Kron, enfin du sieur Kron, et j'ai voulu voir quel homme il était, ce qu'il était comme homme. Et c'est pour cela que je ne suis pas tout à fait d'accord, et même pas du tout d'accord, avec la traduction de Chavannes, qui traduit de la manière suivante. Pour moi, quand je lisais les écrits de Maître Kron, j'ai cru voir quel homme il fut. C'est-à-dire que Chavannes comprend que c'est à travers donc les écrits de Maître Kron qu'il a cru voir quel homme il était. Mais alors du coup, après, on se demande pourquoi Sima Qian donc enchaîne en disant « Je me suis rendu moi-même sur le lieu de sa naissance, je me suis rendu à l'eau pour voir tout ça, tous ces objets personnels. » Et donc là, en fait, nous avons le récit d'une expérience vécue et d'une certaine manière, ce que décrit l'historien Sima Qian, le premier historien chinois, on peut dire, c'est ce que nous proposons de faire cette année, au fond. C'est-à-dire, nous avons lu des écrits associés ou attribués à Maître Kron et nous aimerions bien voir justement de nos propres yeux quel genre d'homme il était.
il s'agissait bien déjà pour Sima Qian, c'est-à-dire donc il y a plus de 2000 ans, de ressusciter Confucius, c'est-à-dire de l'imaginer vivant. Sauf que, évidemment, la différence entre nous et Sima Qian, c'est que Sima Qian a pu se rendre donc au pays de Lu et il dit avoir vu donc des effets personnels qui ont effectivement appartenu à Confucius. Là, je crois que nous pouvons aller à Tufu et je crois que ce qu'on nous présentera, ça ne sera jamais que des reconstitutions. Donc, d'une certaine manière, le Confucius ressuscité qu'on voudrait nous présenter, c'est en réalité un Confucius réinventé. Donc, je suis obligée de m'arrêter ici pour aujourd'hui, mais donc nous devrons continuer et terminer la semaine prochaine, puisque ce sera notre dernière séance de travail ensemble pour cette année, donc sur cette résurrection de Confucius. Merci de votre attention et je vous rappelle que vous êtes censés donc fêter l'entrée dans l'année du serpent, donc cette fin de semaine. Donc bonne année à tous. Merci.